Dans cette vidéo, nous allons aborder le principe de vulcanisation. Ce contenu a été développé en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du caoutchouc et le Centre intégré de formation industrielle de Memphremagog. Dans un premier temps, nous verrons les mécanismes de vulcanisation au niveau moléculaire, puis nous aborderons le contrôle de la vulcanisation. La vulcanisation des élastomères insaturés s'effectue avec du soufre comme vulcanisateur. Prenons comme exemple la vulcanisation du polyisoprène. Sous l'effet de la chaleur, les molécules cycliques de soufre se dissocient et forment des radicaux libres SX. Ces radicaux attaquent les macromolécules de polyisoprène en lui arrachant un hydrogène. Il en résulte une macroradicale isopropényle. Par la suite, le macroradical isopropényle réagit avec le soufre et forme un radical polysulfure. C'est l'étape de propagation. Ce radical de polysulfure attaque une autre molécule de polyisoprène pour former une liaison pontale de soufre. Ce nouveau radical propényle attaque une nouvelle molécule de soufre et forme un radical polysulfure, et ainsi de suite. Le rhéomètre est un appareil qui évalue le temps de vulcanisation d'un mélange de caoutchouc. Il permet au transformateur d'évaluer à l'avance le temps nécessaire pour cuire le caoutchouc. Le rhéomètre est constitué d'une chambre chauffée à une température constante choisie, à l'intérieur de laquelle on place un échantillon du mélange. Un rotor oscillant enregistre le couple ou la résistance du mélange opposé au mouvement oscillatoire du rotor. Des tests au rhéomètre sur du caoutchouc non vulcanisé ont été effectués à 172 degrés Celsius, qui est la température de vulcanisation. On obtient une courbe qui montre le couple du rhéomètre en fonction du temps. La première zone est la zone d'induction, qui nous donne le temps où la vulcanisation débute. La deuxième zone est la zone de vulcanisation, où la pente de la courbe est plus raide. À la fin de la courbe, on atteint un plateau qui montre que le mélange a été vulcanisé et a atteint une bonne résistance à la température de vulcanisation. On note un minimum et un maximum du couple. En divisant l'intervalle minimum et maximum du couple en 100 parties, on retrouve le temps pour chacun des pourcentages de vulcanisation. Par exemple, à 90% de la vulcanisation, on note un temps de 6,42 secondes. L'article State of Cure Evaluation by Different Experimental Methods in Thick Rubber Parts nous donne 5 techniques pour quantifier l'état de vulcanisation d'un caoutchouc naturel renforcé en noir de carbone et vulcanisé au soufre. La première méthode est la cuisson au rhéomètre. Avec la courbe du rhéomètre, on peut calculer l'état de vulcanisation à un temps donné. On constate que plus la température du test au rhéomètre est élevée, plus le temps de vulcanisation est petit. Pour les hautes températures, on observe également une réversion. La deuxième méthode consiste à gonfler les échantillons cuits au rhéomètre avec un solvant de cyclohexane. Avec l'équation de Flory-Renner, on peut calculer la densité de réticulation du caoutchouc. On observe que la masse moléculaire de l'échantillon diminue lorsque le pourcentage de la vulcanisation augmente. La troisième méthode est le test de dureté pour les échantillons cuits au rhéomètre aux différents temps, à 140 degrés et à 170 degrés Celsius. On observe que la propriété mécanique de dureté du caoutchouc augmente avec la réaction de la vulcanisation. La méthode d'analyse d'enthalpie différentielle permet de calculer la différence d'enthalpie en fonction de la température. Ce test a une marge d'erreur de 20% car le DSC est très peu sensible à la différence d'enthalpie du caoutchouc naturel qui est trop petite. La différence d'enthalpie du caoutchouc diminue lorsque le pourcentage de vulcanisation augmente. Le dernier test est le test de résonance magnétique nucléaire qui calcule le temps de relaxation du caoutchouc. Lorsque le pourcentage de vulcanisation augmente, ce temps de relaxation diminue.